Salut, bienvenue sur Otaku Gaps, le podcast où je donne mon avis sur des sujets variés en rapport avec la pop culture. Je suis Marc, podcasteur à 16 heures perdues. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que je suis allé discuter avec un pote et j'ai enregistré la conversation et je vous la mets juste après. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, le podcast sera un peu différent parce que je suis pas seul, je suis avec Silouane. Silouane, est-ce que tu veux te présenter ? Salut, moi je m'appelle Silouane, je suis l'expert en jeux vidéo désigné par notre chef Marco. Donc je vais vous parler aujourd'hui de toute ma spécialité qui est les RPG. Ah d'accord, les RPG, et pourquoi c'est ta spécialité ? Et parce que c'est le genre de jeu que je préfère tout simplement, et donc c'est celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures de jeu, notamment Final Fantasy, Golden Sun, etc. quoi, toute la pléthore. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire spécialement dans les RPG ? C'est long, c'est chiant, donc j'aime ça. Ouais, je vois un peu le genre. Et quel était le premier RPG auquel tu as joué ? Alors le premier RPG auquel j'ai joué, c'était Final Fantasy XII quand j'étais tout petit. J'étais tombé amoureux du jeu à cause de tous les décors et tout, c'était fantastique. Et du coup après, j'ai gardé le nom en tête alors que j'étais tout petit, que Final Fantasy c'était génial, et je me suis rué ensuite sur Final Fantasy III, que là j'ai pu vraiment approfondir et jouer jusqu'au bout. Et voilà, et après je me suis fait manger tout cru, j'étais happé dans le game. Je vois. Et c'est le RPG sur lequel t'as passé le plus de temps ? Le 12, oui, je pense que c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Bon, après, si on peut compter Monster Hunter comme un RPG, c'est plutôt Monster Hunter sur lequel j'ai passé plus de temps, parce que là, j'ai bien au moins 1500 heures cumulées sur tous les types de Monster Hunter, peut-être même 2000, je pense. Génial. Je pourrais pas rêver de faire mieux, franchement. Et c'est quoi ta console préférée ? Le PC. Ouais, je vois. Mais je remarque que t'as pas mal de jeux de collection, si on peut dire, en rapport avec la PlayStation 2. Et qu'est-ce qui te pousse à collectionner des jeux de PlayStation 2 ? Alors c'est vrai que j'ai établi au fur et à mesure une énorme collection de jeux de PS2, mais c'est parce que quand j'étais petit, en fait, c'était vraiment mon rêve, c'était d'avoir la PlayStation 2, et j'arrêtais pas d'aller jouer chez les autres, chez mes amis, chez mes cousins, chez mes oncles, qui eux avaient la PlayStation 2, ils avaient tous des jeux différents qui étaient fantastiques, et qui me plaisaient beaucoup. Et du coup, à chaque fois, vraiment ça me vendait du rêve et tout, j'avais vraiment envie d'avoir ma propre PS2, et quand j'ai fini par l'avoir, j'ai racheter tous les jeux auxquels j'avais joué quand j'étais petit, où j'avais pu seulement passer 1 heure ou 2 comme ça vite fait sans pouvoir vraiment profiter à fond du jeu. Et donc voilà, je me suis vengé là-dessus plus tard, et je me suis fait ma propre bibliothèque. On peut appeler ça une bibliothèque maintenant, je pense. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, c'est pas mal. T'as déjà plein de CD. Et oui, on va dire une CD-tech, non ? Discothèque. Médiathèque, ouais, c'est ça, je pense que c'est plus adapté. Si tu devais recommander à quelqu'un 3 jeux de ta collection, lequel que tu recommanderais ? 3 jeux de ma collection. Ouais. Bon, après, ça dépend de ce que la personne chercherait comme type de jeu, quoi. Mais effectivement. Si ce serait 3 RPG que je recommanderais. 3 jeux que tu estimes que n'importe qui peut apprécier. Je dirais Okami, en premier lieu. Est-ce que tu peux nous parler plus du jeu ? Okami, c'est du grand art, ça. C'est un jeu qui est fait en fait avec des graphismes comme si c'était des estampes japonaises. Donc en fait, on se balade dans un tableau vivant, dans une estampe japonaise vivante, avec tout un background sur la mythologie japonaise, avec les kami, les dieux, etc. Donc par exemple, on peut avoir Amaterasu qui est la déesse du soleil, donc c'est notre personnage principal, réincarné dans le loup Shiranui. Donc voilà, on a tous les pouvoirs de la nature, et avec toutes les légendes comme la princesse Kaguya qu'il y a au Japon. C'est vraiment un très très bon jeu, qui est vraiment fantastique, et qui se joue un peu comme un Zelda, c'est un action-aventure. D'accord. Et un autre jeu ? Donc un autre jeu que je conseillerais, ce serait Shadow of the Colossus. On incarne un petit bonhomme avec un cheval, et on doit faire des combats de boss qui sont des géants, des colosses, et on doit grimper dessus avec notre petite épée pour aller frapper à des endroits précis. Tout ça avec une musique qui est épique,
qui est vraiment très puissante, et c'est génial. Dans Shadow of the Colossus, il y a des décors gigantesques et vraiment très beaux. Je sais pas si tu te rappelles, vraiment des décors très vastes, avec de la forêt, des déserts. On a vraiment l'impression que le jeu est immense, et d'ailleurs c'est la volonté des développeurs d'avoir donné cette impression-là. Je me souviens avoir vu dans un making-of qu'ils avaient fait quelques petites adaptations techniques, je sais pas lesquelles, mais pour vraiment accentuer cette impression de grandeur, en fait, quand on se balade dans l'univers. Et autrement, pour terminer, je recommanderais aussi la saga des Metal Gear Solid. Ça, ce sont vraiment des jeux qui sont fantastiques. Ils ont vraiment été très bien travaillés par leurs créateurs, par toute l'équipe de production, mais on va surtout citer Hideo Kojima, qui est une légende dans le milieu. Vraiment, il y a pas un seul Metal Gear Solid qui est raté, quoi. Ils sont toujours complets. On peut vraiment les recommencer plusieurs fois sans même se lasser. Il y a des moments épiques, des trucs cultes. Ce sont des jeux qui sont fantastiques, les Metal Gear Solid pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeux que tu détestes? Oh là oui, ça y en a. Alors, les jeux que je déteste, en général, j'aime pas beaucoup les jeux de course, parce que c'est pas mon truc. Il y en a certains qui m'amusent comme Burnout 3, parce que le but c'est de casser la figure aux autres. Je vais t'arrêter d'abord. Est-ce que Need for Speed Underground fait partie de ces jeux? Eh oui. Sacrilège. J'aimais beaucoup regarder mon cousin y jouer, mais moi je l'aimais pas vraiment. Enfin, le seul truc que j'aimais bien, c'était me balader un petit peu dans la ville, mais bon, les Need for Speed en général, je les aime pas beaucoup. Après, les autres jeux que je déteste, les jeux que je hais le plus, ce sont ceux qui sont inutilement difficiles, comme tous les jeux présentés par Genre du Grenier, par exemple. La plupart, je les déteste. J'y ai joué en plus. Tintin au Tibet, etc. C'est le genre de jeu qui est pas vraiment mauvais, qui est pas vraiment nul. T'as envie d'y jouer, mais t'es découragé parce que tout est fait pour te faire t'arracher les cheveux. Le premier Just Cause aussi. Ah là, celui-là, il m'a vraiment frustré parce que il avait l'air pas mal, quoi. Enfin, il aurait pu être bien. C'est un genre de jeu qui aurait vraiment pu être super si seulement les développeurs avaient mis plus de checkpoints, parce que là, ça fait partie de ces jeux qui sont frustrants, et du coup, dès que ils sont inutilement durs, et du coup, dès que tu meurs 2-3 fois et que tu te rends compte qu'il faut que tu recommences une demi-heure de jeu, que t'as tout perdu pour rien, et c'est plus la peine, quoi. Voilà, c'est ça le genre de jeu que je déteste. D'accord. Est-ce que tu as une sorte de mention honorable, une sorte de petit plaisir pour toi d'y jouer? Ah oui, il y a un jeu comme ça que j'ai trouvé il y a pas longtemps, complètement par hasard sur Steam, qui s'appelle Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Un jeu de farming, un peu, ouais. Je saurais pas trop comment le classer. C'est dommage parce que c'est un jeu qui a été abandonné par les développeurs. Alors, ils l'ont sorti, il était pas totalement terminé. Enfin, il était terminé, mais avec encore quelques petits trucs à rattraper. Bon, le jeu est très beau, il y a la musique, l'ambiance et tout, les graphismes, les directions artistiques, tout est super, mais le jeu est vide. Et on le finit très rapidement, et on voit qu'il a pas été complètement approfondi par les développeurs, et c'est dommage. Mais, quand même, je l'aime bien parce que je suis quand même allé jusqu'au bout, parce que j'ai trouvé sympathique. Donc je lui donnerai la mention honorable. Question piège. PlayStation ou Xbox? Ouh, PlayStation. Alors là... Ouh. Ah, complètement PlayStation. Ah, j'aimais bien la Xbox aussi, mais il y a moins de jeux, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, le catalogue de jeux n'est pas aussi important que sur la PlayStation. Et les manettes, je trouve les manettes mieux. Les manettes de Xbox. Je la trouvais aussi plus puissante. Enfin, sur la durée, en tout cas, parce que la plupart des Xbox que j'ai pu voir, même après plusieurs années, les jeux ramaient beaucoup moins que certaines PlayStation 2. Il y avait d'énormes ralentissements, comme la mienne, je sais pas si t'as vu tout à l'heure quand on jouait, il y avait des moments, ça passait en mode diaporama. Parce que voilà, donc les Xbox, j'ai jamais vu ce problème-là. Par contre, les Xbox, t'as le mystère du bouton orange, là, je sais pas si tu t'en souviens, enfin, je parle des 360. Non, pas les 360, non, les Xbox tout court. Xbox normal. Voilà, c'est ça. Tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, d'un coup, elle décide de plus marcher, et a priori, tu peux l'envoyer à la poubelle. Bon. Voilà. Au moins, il y avait pas ça sur la PS2. Mais non, carrément, sans hésiter, PlayStation. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a un jeu pour lequel tu as ressenti une sorte d'attache particulière parce qu'il t'a permis de grandir ou de changer, ou il a eu un certain effet sur toi? Il y en a eu un en particulier qui m'a beaucoup plu, et je sais qu'il a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de monde. C'est Life is Strange. C'est un jeu narratif, un gameplay vraiment très riche. On jouerait à ce jeu un peu comme on regarderait un bon film. En plus, c'est une suite d'épisodes, c'est construit comme une suite d'épisodes, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Max, qui découvre en fait du jour au lendemain qu'elle a le pouvoir de remonter dans le temps. Max, c'est une jeune fille qui est vraiment super gentille, qui est très altruiste, qui fait tout pour diffuser autour d'elle plein de petits détails qui ont pour but d'embellir la vie de tout le monde.
Et j'ai trouvé cette attitude vraiment fantastique et admirable. Et en jouant à ce jeu-là, je me suis rendu compte que moi, qu'est-ce que je fais en fait? Et ça m'a fait énormément réfléchir sur ce que je suis et ce que je fais. Et puis après avoir joué à ce jeu-là, en fait, j'ai pris une résolution, que j'ai plus ou moins tenue hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai commencé une énorme réflexion sur moi, un énorme travail sur moi pour essayer d'aider plus les autres et de faire comme Max, d'essayer de faire plein de petits trucs qui rendent la vie un petit peu meilleure au jour le jour, et pas seulement pour moi, pour les autres aussi, quoi, mais des petits mots sympas quelque part. Et voilà, donc c'est Life is Strange qui m'a fait vraiment réfléchir énormément là-dessus, parce qu'en plus l'histoire est très émouvante et ça m'a beaucoup touché. Je trouve ça fascinant parce que la plupart des détracteurs des jeux vidéo, ils disent que c'est enfantin ou qu'il n'y a pas vraiment de message derrière ou qu'on ne peut pas apprendre quelque chose avec ou qu'ils encouragent par exemple, les jeux vidéo first person encouragent à la violence. Mais je pense que ces personnes n'arrivent pas à voir au-delà de l'image qu'ils ont du jeu vidéo, que certains jeux vidéo peuvent offrir une expérience totalement différente. Et que, comme dans ton cas, ça peut permettre aussi à la personne d'en apprendre plus sur elle-même. Et je trouve que c'est ça qui fait la beauté des jeux vidéo, c'est parce que ce n'est pas l'impression que l'on a en premier qui détermine en fait la qualité du jeu. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que je trouve que c'est une super remarque ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps, voilà, les détracteurs, comme tu l'as dit, critiquer les jeux vidéo et apporter que les aspects négatifs. Or, ce jeu-là, Life is Strange, ça démonte tous les arguments de ces détracteurs-là, parce qu'il y a très peu de violence, enfin si, il y en a un petit peu quand même de la violence dans le jeu-là, mais c'est pas de la violence qui est faite pour distraire, au contraire, la violence qui est présente dans Life is Strange, elle est là pour faire réfléchir, et pour choquer, ou pour émouvoir, et ça rend vraiment quelque chose de fantastique, et ça apporte, je pense, beaucoup au point de vue personnel, en fait, au joueur, quand il va découvrir le monde et l'histoire du jeu. Life is Strange, donc tu recommandes? Oh là oui, je recommande vraiment chaudement. D'accord, pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des jeux que tu aimes et que tu détestes. Il y a une pléthore de jeux vidéo et je pense pas qu'on pourrait parler de tous aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on change un peu de sujet. Quel est le dernier animé que tu as suivi? Le dernier animé que j'ai suivi, c'est Backstreet Dolls, que tu m'as recommandé d'ailleurs. Ah. Comment t'as trouvé? Spécial, si je puis dire. Pour le moins désopilant, n'est-ce pas? Je comprends. Effectivement, c'est sûr que l'humour n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Non. Et ça nécessite d'avoir déjà vu d'autres animés dans le même genre au préalable, dans le type Prison School peut-être, pour se faire une bonne idée de... Moi, je sais pas si ça requiert vraiment d'avoir vu Prison School avant, parce que Prison School est aussi assez carabiné. Justement, pour préparer l'esprit à ce genre d'animé, parce que si ton esprit n'est pas prêt à suivre ce genre d'animé, tu vas te dire waouh, mais qu'est-ce que c'est complètement what the fuck, tu vois. Alors que si t'as déjà suivi Prison School, quand tu viens pour suivre ça, tu dis ouais, voilà quoi, c'est normal. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais le chef de Yakuza là, il ressemble un peu au directeur de l'école de Prison School. Oh, c'est vrai maintenant que tu le dis. Oui. C'est justement ça, c'est pour ça que j'ai fait cette référence, c'est parce que j'ai vu des similarités entre les deux et je me suis dit c'est génial. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement entre les deux personnages. C'est le même mangaka qui a fait les deux ou je me demande parce que les dessins sont quand même assez similaires aussi. L'art, faudrait que je l'humour gras aussi. C'est ça. C'est surtout cet humour là, c'est est-ce que tu aimerais parler d'un autre animé en particulier là, tout de suite comme ça, vite fait? Tout de suite comme ça, vite fait, un animé. Oui, Agretsuko. Pourquoi pas Agretsuko? En plus, c'est toi qui me l'as recommandé, si je m'en souviens bien. Ouais, il me semble bien aussi. Et c'est amusant parce que le gros de l'animé se passe avec Agretsuko, soit au boulot ou Agretsuko au karaoké. Mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que comparé aux autres animés où tu as un monde vaste avec des One Piece par exemple, où tu as un monde qui est infini, tu sais pas où tu vas aller. Et là, c'est vraiment très limité, mais ils arrivent à rendre le truc super intéressant. Oui, c'est vrai. L'approche qui est intéressante dans Agretsuko, c'est de voir le quotidien qu'elle a, tout ce qu'elle doit endurer au travail. Et c'est là aussi que tout le monde, c'est là-dessus que tout le monde se retrouve en fait.
quand on voit Agretsuko souffrir et puis se déchaîner le soir au karaoké et hurler et pester sur tout ce qui lui a fait du mal durant son travail, en particulier son patron, enfin son chef. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode pour déstresser de... Eh ben, je dirais juste que ça dépend de chacun. Chacun trouve sa méthode pour déstresser. Personnellement, c'est pas quelque chose qui fonctionnerait très bien avec moi, ou peut-être sur le court terme, mais à long terme, je ressens pas le besoin d'aller hurler dans un micro tous les soirs pour me vider. Mais je conçois fortement que ça puisse fonctionner très bien comme avec Agretsuko. Oui, effectivement, parce que cet animé, même s'il utilise l'humour, il touche quand même un problème assez grave au Japon. Et dans la plupart des pays industrialisés aujourd'hui, c'est le burn-out et l'excès de travail. Tu te lèves, c'est boulot. Quand tu rentres, même chez toi, tu penses au boulot du lendemain et... Ah, c'est pas vraiment le genre de vie qu'on a tous envie de mener, c'est sûr. Il y en a qui sont contentes ou qui s'y épanouissent, mais après, voilà, c'est à chacun de trouver ce qui lui plaît. Mais dans le cas d'Agretsuko, je trouve ça quand même dommage de devoir endurer tout ça chaque jour et de le subir et de devoir attendre le soir pour vider son sac sur son micro en hurlant. Elle pourrait s'éviter de subir tout ça, je pense en se rebellant un petit peu plus contre ses supérieurs. D'ailleurs, tous ses amis dans l'animé lui disent qu'il faudrait qu'elle arrête de courber les chines. Et là, je pense que du coup, elle pourrait éviter d'avoir à se déchaîner tous les soirs. Je pense que ce serait plus ça la solution plutôt que... Tu te rappelles que son boss, la façon dont... Il y a un épisode, je pense, où elle a essayé de se rebeller contre lui et il a réagi en doublant encore plus les charges qu'il lui donnait et en étant encore plus dur envers elle. Et mais oui, si tu te souviens bien, la manière qu'elle a utilisée la méthode qu'elle a utilisée pour se rebeller était pas très adaptée non plus. Oui, je suis d'accord. C'est sûr que bon voilà... Et là, elle s'est complètement foirée sur le coup. Ça peut pas. Pour moi, c'était la meilleure scène de toute la saison. C'était génial, en fait, quand la battle rap, contre son boss, c'était parfait. C'était vraiment magnifique. Un grand moment. Ouais. Quel dommage que son patron s'en souvienne pas le lendemain à cause de l'alcool. Je me demande s'il ne s'en souvient vraiment pas. Pour moi, j'avais l'impression plutôt qu'il a feigné l'ignorance parce que... C'est possible. Tu vois, à certains moments, on se rend compte qu'il joue un personnage. Oui, c'est vrai. On a l'impression, surtout, je pense que, je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment, il est arrivé dans la cuisine. Oui, je me souviens bien de ce moment. Et je me souviens, et son patron, justement, se rapproche d'elle et lui donne des petits conseils. Et puis, il change de ton, et etc. Et je pense que ça prouve que peut-être, l'image qu'il donne et qu'il projette, c'est celle d'un patron sérieux et qui exige vraiment le meilleur de ses employés. Mais, au fond, ce qu'il veut dire, c'est que je suis passé par là. Je sais que c'est difficile, mais c'est le métier. Mais bon, je trouve ça bête quand même que quand tu as subi quelque chose, de le faire subir aux autres après, une fois que tu n'as pu le subir, tu comprends ? Dans le monde professionnel, c'est une sorte de formation. C'est du bizutage professionnel, en gros. Ouais, mais là, il est difficile quand même, le bizutage d'Agretsuko, hein. Pour qu'elle ait besoin de hurler dans son karaoké tous les soirs, je trouve que c'est pas, il y a un petit souci quelque part quand même. Surtout qu'en plus, son patron s'amuse à travailler son swing pendant que tout le monde croule sur les dossiers. Il y a quoi? Il y a de quoi. Oui, d'accord. Surtout que, non, je précise, il remet tous les dossiers sur lesquels il doit travailler à Agretsuko et c'est elle qui s'occupe de tout. C'est surtout ça le pire. Et son assistant fait de même. Et sa secrétaire à lui, elle fait de même. Donc elle se retrouve avec limite le travail de 3-4 personnes à elle toute seule. Et c'est peut-être pour ça qu'elles se sont beaucoup plus stressées. En effet. Non, c'est vraiment un anime intéressant et super drôle et j'aime bien. J'ai une question. Tu suis spécialement tes animés sur Netflix, c'est ça? Depuis que j'y ai accès, oui, j'en sors plus. Je comprends, d'accord. Donc c'est Netflix que tu utilises comme premier moyen pour découvrir les animés? Non, c'est pas. Je découvre pas beaucoup d'animés sur Netflix parce que en général, j'ai du mal à me lancer dans un animé par moi-même si on me l'a pas recommandé avant. Est-ce que tu aimerais parler d'un bouquin que tu as lu récemment? Ah si, j'ai lu un livre très intéressant de Bernard Weber. Bernard Weber. Que tu as lu aussi. C'est quoi le nom? Le paradis,
C'est un Paradis truc... sur mesure. Ah ouais, C'est, parce que j'ai pensé au Paradis perdu de Milton. c'est un recueil de nouvelles, c'est ça. Mhm. Donc, voilà, il y a différentes nouvelles qui ont toute une réflexion sur l'écologie, sur l'humanité aussi. C'est vraiment très engagé, ses Oui. écrits, son texte est très engagé. On ressent son militantisme Ah oui. derrière sa plume. Rien qu'à travers la première nouvelle, déjà, c'est lourd de sens avec le titre Un monde où on pend on pend les pollueurs, pire des infamies, Ouais. qui est punissable de mort. Mais bon, y a pas que ça, il y a aussi des nouvelles qui sont un petit peu moins axées sur l'écologie, qui sont plus axées sur le développement personnel, je trouve, tu sais, avec Laquelle? avec certaines, je pense à cette journaliste, tu sais, qui est tout le temps à la recherche de la vérité par rapport à un réalisateur de cinéma qui est retranché dans un bunker. Oh là là, cette histoire était... Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit... Du moins, j'avais une idée sur le scénario. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il puisse toujours continuer à produire les films, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette image-là. Oui, j'ai trouvé cette petite histoire aussi assez choquante et assez amusante parce que voilà, je parlais de développement personnel, mais parce que là où je veux en venir, c'est que la journaliste, elle a choisi sa voie, elle est journaliste. Ouais. Et donc elle a l'air très impliquée parce que elle s'infiltre quand même dans une forteresse pour pouvoir interviewer son réalisateur préféré. Elle finit par être convaincue par ce dernier et à le rejoindre et à prendre le relais. Donc voilà, il y a tout un dialogue qui se fait entre le réalisateur et le journaliste qui est très intéressant. Où voilà, en fait, elle se rend compte que... Mais qu'est-ce que tu penses en fait surtout de la question? Parce qu'ils ont beaucoup discuté de la moralité et de l'éthique. Oui, voilà, aussi. De ce qu'ils ont fait. Pour rappeler, le producteur a réussi à créer une machine avec des scientifiques qui permettraient des sortes de... C'était des mouches? Qu'est-ce que c'était les animaux? Oui, c'est ça. Ils utilisaient enfin, ils ont réussi à développer un prototype, c'est même plus un prototype, puisqu'ils l'ont développé complètement. C'est un robot miniature, un robot caméra miniature qui ressemble fortement à une mouche, et qui permettait donc de filmer des scènes dans le passé. Voilà, mais justement. Avec une machine spatio-temporelle qui permet d'envoyer les petites mouches robots dans le passé, filmer des événements du passé et les ramener dans le futur parce qu'ils vivent dans un monde post-apocalyptique où il y a eu des guerres et les dirigeants ont décidé de sceller les mémoires du passé. Plus personne ne se rappelle ce qui s'est passé. Mais le producteur, après avoir découvert cette méthode, il utilisait ces mouches le réalisateur, il utilisait ces mouches pour réaliser des films qui faisaient tout le temps un carton au box-office. Et les gens se demandaient pourquoi, et c'est justement ce qui a poussé la journaliste, parce qu'elle était curieuse de savoir où le réalisateur trouvait l'inspiration de faire des films aussi magnifiques, des films qui pouvaient parler à tant de personnes avec tellement de créativité. Et voilà. Et du coup, la révélation, c'est que, en fait, le réalisateur ne faisait que filmer la réalité qui s'était produite dans le passé. Et c'est pour ça que ces films étaient empreints d'un tel réalisme et d'une telle émotion, parce que les scènes n'étaient pas jouées, les scènes étaient réelles. Surtout les scènes de guerre, d'infamie ou de catastrophes naturelles, etc. Il n'y avait plus besoin d'effets spéciaux, il y avait juste besoin de contrôler avec adresse les mini-caméras pour pouvoir capturer de la meilleure façon toutes les scènes dont il avait besoin pour construire son film. Donc oui, voilà, c'était vraiment très intéressant. Il y a une des nouvelles que je n'ai pas spécialement compris, c'est celle avec les fourmis. Alors, rappelle-moi déjà. Il va dans une forêt, c'est un journaliste et... je me souviens maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quel était le message derrière la nouvelle avec les fourmis? Alors, avec la reine des fourmis, parce qu'il réussit à rentrer dans la fourmilière, du moins ça va y mettre sa tête, pour prendre une photo de la reine. Il va réussir à la filmer, il va décrire la beauté de la reine, il va dire qu'il a eu l'impression que la reine a posé pour lui, mais j'ai pas compris le symbolisme derrière. C'est vrai, je t'avouerai que j'ai eu du mal aussi à comprendre quel est le message, mais je dirais que le message était que il y a certaines personnes qui peuvent avoir une passion qui serait tellement forte que cette passion peut les pousser à commettre l'ultime sacrifice, ne serait-ce que pour comme ce personnage, il va commettre l'ultime sacrifice, il va mourir en se plongeant dans la fourmilière et
en étant dévoré vivant juste pour prendre une photo, voilà, de la reine qu'il admirait tant. Après, je pense aussi qu'il y a sûrement une autre morale, mais je l'ai pas saisie exactement non plus. Ah, il y en avait une qui m'avait beaucoup plu, je sais plus comment elle s'appelle. Celle-là m'avait fait beaucoup rire. Plus quel est son nom. Une question de respect. Est-ce que tu t'en souviens de celle-là? Non. Tu sais, c'est une question de respect, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi, et l'histoire est présentée sous forme d'un monologue, où en fait, ce serait comme si toi ou moi, un soir, on prenait un taxi pour faire un voyage assez long quand même, vu la durée du monologue, et le taxi nous raconte une histoire. Et donc il parle, et en parlant, en fait, le taxi accepte par moment de faire quelques petits travails au black, qui serait assez dangereux, comme par exemple garde du corps. Et donc il raconte justement un des travaux qu'il a pu effectuer en étant garde du corps, où il a dû faire face à une situation très tendue. Et la chute de cette histoire était assez rigolo. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, ça me dit rien. Je me rappelle d'une histoire d'un garde du corps avec, je crois, des gars de la mafia ou... Non, avec un présentateur télé. C'est ça. Où en fait le chauffeur de taxi raconte qu'un soir il raccompagnait un présentateur de oui, télé d'accord, oui, maintenant je me rappelle de l'histoire, effectivement. Le présentateur lui demande d'aller voir une personne pour aller lui casser, pour aller lui faire du mal. Ouais. Et donc le chauffeur accepte, moyennant finance, mais sauf que ça vire au n'importe quoi, là, l'histoire tourne au ridicule, et voilà, ils se retrouvent face à face avec d'autres gardes du corps pendant que leurs deux patrons J'ai aimé la description de la scène, c'est-à-dire que il disait, en tant que professionnel, on sait qu'on ne doit pas agir, donc on se regarde juste dans les yeux, mais si l'un d'entre eux fait un geste, il va falloir que je respecte mon travail, ce que j'ai à faire. En fait, c'était juste génial. Alors voilà, on s'en tient aux bonnes manières, c'est-à-dire on se regarde avec respect dans les yeux, en mâchant notre chewing-gum sans rien dire, mais on sent dans le regard de l'autre qu'il a le respect, alors tout va bien, il y a pas de souci. Ouais. Sauf que quand on entend nos deux patrons commencer à se taper sur la figure, on commence à être un peu tendu. Alors on mâche le chewing-gum avec un peu plus d'insistance. Oh là là, c'était rigolo ça. J'avoue. Il y a un truc que je remarque dans l'œuvre entière même, c'est que Werber flirte avec la limite de la moralité. Oui. Dans toutes les œuvres, tu as l'impression qu'il fait en sorte d'avoir un personnage qui va être complètement à l'opposé de la morale et des normes sociales actuelles. Et je me demande si c'est pas Werber, en fait, dans son idéal anticonformiste, qui, à travers ses textes, essaie de faire passer un message. Oui, peut-être qu'il essaierait de rehausser les standards de la morale, je pense. Il essaierait de... Je trouve en fait que ces personnages ont conscience que ce qu'ils veulent faire est mal, mais ils vont le faire quand même parce que après une certaine réflexion, ils vont se dire que après tout, ils ont raison de le faire, et ils ont raison de transcender cette morale-là, enfin de passer au travers. On se rend compte que voilà, malgré la morale, certaines circonstances peuvent justifier de passer au travers ou de les contourner ou de les modifier. C'est ce que j'aime bien avec l'œuvre, c'est parce que personnellement, j'ai une vision de la morale qui est assez hors norme, si on peut dire ainsi, parce que j'estime que la morale n'est pas quelque chose qui doit être imposé. La morale n'est pas quelque chose qui peut être établi à travers des textes religieux ou à travers des normes culturelles. La morale, c'est ce que je décide d'en faire. Pouvoir décider de soi-même, de la façon dont on applique ce que l'on qualifie de morale, c'est vraiment ça la liberté. On n'est pas libre si on ne peut pas décider de ce qui est bien ou pas. On n'est pas libre si on ne peut pas décider de ce qui est moral ou pas. On n'est pas libre si on ne peut pas décider de la façon dont on conçoit le monde. Oui, je suis d'accord. C'est à chacun d'avoir son propre jugement sur les choses. Il faut pas laisser quelque chose d'extérieur nous imposer nos propres morales. Il faut, je pense, la construire soi-même au fur et à mesure du temps, en intégrant toutes les nouvelles informations qu'on peut rencontrer pour se construire quelque chose au fur et à mesure, et pas juste intégrer quelque chose monté de toutes pièces qu'on va nous servir sur un plateau ou nous rentrer de force dans le crâne.